bien, bonjour. Merci à tous d'être venus pour assister donc à cette petite présentation et petite discussion, j'imagine, quand même, entre Sabine Procoris, donc l'auteur que nous recevons aujourd'hui, pour son livre Des raisons, des raisons, sous-titré Les juges face aux nouvelles familles, publié par les excellentes éditions PUF. Et donc elle est accompagnée pour aujourd'hui de Nassim El Kabli, qui est également auteur d'un ouvrage à l'Harmattan, si mes souvenirs sont exacts, et donc qui va mener un petit peu la conversation avec Sabine. Voilà, donc je leur passe le micro et... Eh bien Nassim, je te donne tout de suite la parole. Je voulais te remercier de bien vouloir, d'avoir accepté de faire cette présentation et cette discussion. Et donc, à toi. À mon tour de te remercier et de remercier la librairie de Colette Kerber. Alors, Hegel voyait dans l'histoire la mise en œuvre d'une ruse de la raison, avec une majuscule bien entendu, où la raison utilise les passions qu'elle manipule en sous-main pour réaliser l'idée universelle. Sabine Procoris, quant à elle, démasque ce qu'il conviendrait d'appeler la ruse de la déraison. Cette déraison qui œuvre au sein du corps judiciaire et politique grâce à la complicité des experts en droit et en psychologie qui, religieusement, tentent d'asseoir le réel sur un ordre moral lui-même fondé sur leur conception de la nature. J'évoquerai rapidement 5 points qui témoignent de cette déraison: le caractère spontané des réactions que suscitent les nouvelles formes de famille et des nouvelles techniques d'assistance à la procréation, le caractère irrationnel du discours des experts, de ceux auxquels tu t'opposes dans ton livre, le mépris de l'histoire et la complexité du réel au nom d'un ordre prétendument naturel, idéal et fantasmé, le mépris des vies réelles de celles et ceux dont les parcours n'obéissent pas à la sainte norme, et enfin, le mépris des vies possibles qui pourraient émerger et enrichir le réel si le réel n'était pas verrouillé par une idéologie réactionnaire qui cherche à imposer son modèle. Alors tous ces éléments évidemment n'épuisent pas la richesse de ton livre, ni son humour assez corrosif, mais ils rendent compte, je crois, de son mouvement d'ensemble. Et avant de préciser les lignes de force de ton travail, je voudrais dire quelques mots au sujet du sous-titre « Les juges face aux nouvelles familles ». Ce titre illustre particulièrement bien la deuxième partie de ton livre, où tu analyses 5 cas de décision et de motivation judiciaire, 5 cas où des magistrats ont eu à statuer sur des cas particuliers et se sont trouvés, au sens strict et au sens physique, face à ces nouvelles familles. Mais ce sous-titre ne doit pas nous faire oublier, à nous lecteurs, que ces nouvelles familles se sont trouvées, elles aussi, face à ces juges. Et il va sans dire que dans ce face-à-face, le rapport de force ne saurait être symétrique. La vie de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de ces familles dépendent des décisions prises par les magistrats. Ton livre se structure en 2 grands moments. Il comporte également 2 paratextes, j'entends ce terme au sens large. Une préface incisive d'Elisabeth Badinter qui dénonce avec toi les craintes infondées qu'éveillent les questions de société relatives à la procréation, ainsi qu'une série de 24 illustrations de Florence Sestac qui enrichissent notre lecture et qui, comme tu le dis, page 12, aiguisent notre sens critique. Alors le premier moment de ton livre, il est consacré à l'analyse de la doctrine, c'est-à-dire à l'ensemble des idées développées, l'ensemble des opinions développées par les juristes ou les universitaires. Analyse qui va révéler au demeurant l'étroite accointance avec les discours religieux, en particulier ceux que l'on retrouve dans la doctrine sociale de l'Église, que tu évoques aussi. Le deuxième moment porte spécifiquement sur l'étude et l'analyse minutieuse de 5 cas de décision et de motivation judiciaire, 5 cas qui illustrent 5 parcours de vie différents, où se donne à voir et à penser la variété et la complexité des normes juridiques et du droit positif à l'échelle internationale, puisqu'ils nous font voyager au Canada, aux États-Unis ou encore en Ukraine. Autant dire donc que le recours à un prétendu droit fondé en nature se trouve quelque peu menacé. L'image du lit de Procuste que tu emploies est d'autant bienvenue qu'on se souvient que Procuste s'en prenait à des voyageurs, d'ailleurs. La complexité des questions que tu traites traverse plusieurs champs, la biologie, le droit, la philosophie, l'économie en partie.
Et bien sûr, la psychanalyse, cette dernière étant tout particulièrement mobilisée dans l'examen de la 4e histoire, celle de Johanna, Paco et Valentine. Alors, cette complexité des questions, elle va bien sûr de pair avec la complexité du réel, complexité qui requiert un travail sérieux d'abstraction, et ce terme est important chez toi, travail donc sérieux d'abstraction qui épouse le mouvement de l'histoire et de ses inévitables transformations, travail d'abstraction aux antipodes de cette pensée idéale, de cette impensée, comme tu l'évoques souvent aussi, où, je te cite, page 79, on plaque des représentations toutes faites, des essences censées précéder et mouler correctement le réel. J'en viens maintenant à ta démarche. Ton travail se présente comme une analyse critique des discours idéologiques et réactionnaires qui saturent les débats publics et qui contaminent les représentations de certains magistrats. Au lieu de prendre des décisions au nom du peuple français, comme le veut notre Constitution, certains juges, à tes yeux, parlent surtout au nom d'un ordre moral et symbolique qui se fonde sur une conception naturaliste déracinée de l'histoire. Plus largement, tu t'en prends à un groupe hétéroclite d'experts, des juristes et des psys, ou des catopsies, comme tu l'écris. Ce groupe est hétéroclite, certes, mais tous ses représentants ont pour dénominateur commun à la fois un objet, l'ordre, et une démarche, tordre la raison et la logique. C'est ta thèse dont tu assumes la radicalité. Cet objet, donc on vient de le dire, c'est l'ordre, soit, pour te citer page 6, la norme familiale dans son rapport à l'identité sexuelle et au rôle traditionnel des pères et mères. Il s'agit donc pour eux de prescrire le bon modèle, donc de nier la multiplicité des formes d'alliance et de parentalité qui pourtant existent. Tu pointes et dénonces alors un curieux paradoxe suivant lequel le droit, qui a pour fonction de structurer et d'organiser le corps social dans toute sa complexité, ne fait dans certaines situations que nier et dénier le réel. Il oublie alors, ou feint d'oublier, que les normes juridiques sont historiquement constituées et qu'elles sont vouées à évoluer au gré des mutations qui affectent inévitablement le corps social, comme les formes de vie. Cet ordre normatif sclérosé a de lourds effets politiques et sociaux et freine l'évolution des droits et de l'égalité, en particulier ceux des femmes. Cet ordre prétendument naturel, universel, se fonde en ultime instance sur une essentialisation de la différence des sexes, expression que tu as pris l'habitude d'écrire en un seul mot. Tu le montres ici, comme dans un précédent ouvrage, Le sexe prescrit, la différence sexuelle en question. Alors, en faisant de la différence des sexes une différence ontologique indéboulonnable, l'ordre moral et purement a priori ne cherche qu'à prescrire au genre sexué le bon comportement, la bonne manière d'être, la bonne manière de vivre. Et parmi ces formes d'essentialisation prescriptive et restrictive, la maternité occupe une place paradigmatique, place inspirée, semble-t-il, par la figure théologique de la Vierge Marie, comme tu l'avances à la page 61. Objet de toutes les représentations les plus sacralisées, la sacro-sainte maternité renvoie à la mère, la vraie mère, à sa condition naturelle et pour ainsi dire divine. L'enfant qu'elle porte apparaît alors tout autant comme le sien et comme étant celui de Dieu. J'ai plaisir à signaler ici la très fine et amusante illustration de Florence Estac, page 139, où est représentée la Vierge en figure d'une mère porteuse par PDA, procréation divinement assistée. Cette négation et dénégation du réel se manifeste également par un usage abusif et illégitime de la loi pour refuser à des individus, des enfants et des adultes, des couples et des familles, la reconnaissance pleine et entière de leurs droits. Ton livre met en évidence deux concepts. Un concept à bien des égards contestable, le droit à l'enfant, qui, dis-tu, est un concept vide, qui n'a aucune consistance, et un concept sérieux, mais dévoyé dans son usage, l'intérêt supérieur de l'enfant. Sur ce dernier concept, tu remarques avec finesse que l'intérêt de l'enfant ne vaut que pour autant qu'il s'agit d'enfants issus du schéma traditionnel. Et en fait, d'intérêt supérieur de l'enfant, il s'agit plutôt de défendre l'ordre supérieur de l'ordre procréatif. L'intérêt supérieur de l'ordre procréatif. Tu tires de ces analyses des conséquences sérieuses. Je te cite, page 81. Tout se passe comme si l'intérêt supérieur de l'enfant s'appliquait à une essence supposée de l'enfant et non pas à un enfant réellement venu au monde dans une configuration familiale singulière. C'est sur cette base que seront justifiées les demandes de prohibition
de toutes les formes d'assistance médicale à la procréation, comme les attentes de reconnaissance juridique de la filiation. Tout cela est décrit soigneusement, page 40. Voilà, tout cela concerne donc aussi bien la PMA pour les couples de femmes ou pour les célibataires, le refus d'accorder l'adoption d'un enfant par le parent d'intention dans des situations de couple homosexuel, ou encore le rejet de toute GPA, que ce soit pour les couples hétérosexuels ou homosexuels. Le cas de la GPA est particulier en ce qu'il donne lieu à tous les scénarios apocalyptiques et en ce qu'il constitue, ce que tu appelles ce point d'achoppement de toutes les crispations. Je te cite page 99. La ruse de la déraison, si on l'a compris, consiste donc à imposer un ordre prescriptif idéal où la nature sert de socle et où les vies humaines et familiales doivent se conformer à un unique modèle. Et derrière la nature, souvent, se cache Dieu. J'en viens maintenant à ta démarche. La déraison opère par préjugés et croyances et substitue au travail argumentatif des tours de force idéologiques où le pseudo-savoir scientifique vient nourrir les fantasmes. Tes outils critiques pour exhiber ces raisons déraisonnables, j'emprunte cette formule dans ton livre une fois encore, sont les suivants. La mise en évidence du discours invisible qui sous-tend le discours effectif, l'analyse de l'inutile complication rhétorique et la tortueuse confusion conceptuelle garante d'une rationalité purement apparente, la dénonciation du recours aux arguments d'autorité, aux grands chercheurs et au name dropping, ta critique de l'usage des majuscules comme procédé de substantialisation, ta dénonciation du fameux argument de la pente glissante, et enfin, tu dénonces également le pseudo-procédé d'heuristique de la peur, j'emprunte ce terme à Ancionas bien sûr, où l'évolution des techniques de procréation alimente tous les fantasmes et aboutirait entre autres à la marchandisation du corps et à la réification des êtres. Sur cette question-là, je renvoie à la page 102 en particulier. Alors tous ces outils critiques ne sont pas sans rappeler au lecteur les analyses d'Albert Hirschman dans son livre « 2 siècles de rhétorique réactionnaire ». Et ce qui frappe dans cette liste, c'est l'absence d'arguments sur lesquels appuyer un véritable dialogue et une véritable discussion rationnelle. Loin d'éclairer le débat, comme tu le rappelles, les citoyens ou les législateurs, eh bien, tu montres avec précision combien en fait, l'objet non affiché des experts vise en réalité à faire la loi aux lois, comme tu l'écris avec force, page 96. Mais ton livre permet aussi, et surtout, de quitter ce que tu appelles l'absurdistan pour arriver à ce que l'on pourrait appeler le bon sensistan. Ta dernière partie a d'ailleurs pour titre « Quand la raison peut reprendre ses droits ». La vulgate psy, catopsie, les motivations alambiquées de certains magistrats ne doivent pas occulter le travail sérieux mené par d'autres. C'est ce que tu soulignes très bien, notamment en commentant la décision judiciaire prononcée dans le cas de la dernière affaire, celle d'un enfant prénommé Boris, né par GPA au Canada. Si le droit peut être infiltré par le discours religieux, il laisse aussi place à des interprétations moins dogmatiques et donne lieu à des décisions exemplaires, comme tu l'écris, page 213. Nous ne sommes donc pas enfermés dans l'absurdistan et les frontières qui nous séparent du bon sensistan ne sont donc pas infranchissables. Ta réflexion en témoigne d'ailleurs. Le bon sens, donc, comme tu nous y invites, consiste à traiter ces questions sans parti pris idéologique. Les discussions ouvertes par la révision des lois bioéthiques est donc l'occasion d'aborder ces sujets difficiles et fondamentaux. Pour ce faire, et conformément à la méthode philosophique qui est la tienne, et manifestement nourrie de ta pratique clinique de psychanalyste, il nous faut rompre avec notre régime d'évidence pour accueillir et être à l'écoute du réel, plutôt que de chercher à toute force à lui imposer un ordre chimérique. Je te cite, page 222, « À travers l'expérience de la psychanalyse, depuis les deux bords du dispositif, j'ai peu à peu découvert que l'on ne travaille vraiment et que l'on ne peut penser librement qu'à partir de ce que l'on ne sait pas, jamais à partir de ce que l'on sait ou imagine savoir déjà. » Contre l'oppression ou l'adoration des majuscules, pour reprendre le titre d'un de tes articles, donc contre l'adoration des majuscules qui obstrue le réel, ton livre nous suggère de retrouver la fécondité des formes de vie aux minuscules, lesquelles ne demandent ni à être adorées, ni à être aimées, mais simplement à être reconnues et donc respectées. Cela ne peut se faire qu'en réinventant les normes et qu'en redonnant aux institutions leur propre rôle qui, comme tu le rappelles, page 95, est précisément d'intégrer les anomalies
pour créer un nouvel ordre qui fera date, si j'ose dire, jusqu'à nouvel ordre. Alors, après cette trop rapide présentation d'un livre dense et riche, je te proposerai brièvement 3 questions. Et avant, bien sûr, de laisser à la salle des questions ouvertes. Alors, la première question, en fait, elle porterait sur, au fond, qu'est-ce qui, dans les positions conservatrices que tu dénonces avec verve et rigueur, tient à la position éthico-politique personnelle des auteurs, et qu'est-ce qui tient aux habitus juridiques, à l'inertie du raisonnement juridique, et à la difficulté de réformer le cadre de pensée. Pour le dire en fait plus directement, les juristes que tu critiques sont-ils plutôt des militants ou des esprits routiniers ? Et n'y a-t-il pas une différence entre les juristes universitaires et les magistrats, juges ou procureurs, confrontés aux perturbations de la réalité ? La deuxième question, elle porte plus spécifiquement sur cette dimension morale. Les pourfendeurs de la GPA mettent souvent en avant le concept de dignité humaine. Le corps de la femme n'est pas un outil, ne saurait être marchandisé. Comme l'écrit avec virulence Sylviane Agacinski, l'utérus n'est pas un four à pain. Et à l'opposé, on a un tenant de l'éthique minimale, comme Ruven Augian, critique le concept de dignité humaine qui n'est à ses yeux qu'un simple réceptacle de nos préjugés. Alors j'aurais voulu savoir quelle était... est-ce que tu faisais droit à cette notion de dignité humaine et à quelles conditions ? Je tiens juste à préciser aussi, j'ai été frappé par la lecture de l'avis 126 du Conseil consultatif national d'éthique du 15 juin 2017 qui conclut en disant le CCNE reste attaché au principe qui justifie la prohibition de la GPA, principe invoqué par le législateur, respect de la personne humaine, refus de l'exploitation de la femme, refus de la réification de l'enfant, indisponibilité du corps humain et de la personne humaine. Voilà, donc j'aurais voulu connaître un peu ta position. Bon, bah écoute, merci. Tu as encore une question ? J'avais une dernière question. Vas-y. Et la dernière question, elle porte sur le concept de démocratie sur lequel qui revient souvent sous ta plume. Et j'aurais voulu savoir comment tu définissais la démocratie, puisque si le Parlement, durant la présente législature, refuse l'extension de la PMA, ce que tu crains manifestement. Je pense qu'ils vont la faire. Ouais. Enfin, on verra. Ouais. En tout cas, ce vote restera démocratique au sens où il sera pris par un Parlement normalement et légitimement élu. Et on sait bien que la démocratie ne se limite pas à l'élection des parlementaires et à la délégation de la souveraineté. Et je pense là à Rosan Vallon et à son concept de contre-démocratie, par exemple. Alors j'aurais voulu savoir quel était ton point de vue sur cette question, qui relève peut-être plus de la philosophie politique. Voilà. Je te remercie beaucoup, Nassim, de tout ce que tu as dit. Alors, je vais essayer de... Je ne sais pas si je peux répondre à ces 3 questions. En tout cas, je vais essayer de dire quelques mots. Et juste 2-3 choses. D'abord, je voudrais dire que Florence Estac aurait beaucoup aimé être avec nous, mais elle a eu un deuil ces jours-ci et elle ne pouvait pas du tout... Enfin, elle était absente de Paris. Donc, elle s'excuse et elle regrette. C'est dommage, vous auriez eu des petits dessins sur les livres. Voilà. Alors, avant de répondre à tes questions, je voudrais dire 2 petites choses. D'abord, ce que tu disais sur leur méthode, c'est de tordre les raisons. Je ne sais pas si c'est une méthode délibérée, si tu veux. Je pense que certains, pas tous, sont de bonne foi ou essayent de l'être. Je pense que c'est juste que leurs argumentations, à un certain moment, elles achoppent. Et c'est ce que j'appelle je crois que je ne sais plus très bien où, quand je compare justement le type de... Comment on peut dire qu'une décision est bien jugée et une autre pas, indépendamment de ce qu'on pense. Il me semble que du point de vue de la conduite du discours et de l'argumentation, j'ai remarqué, parce que c'est vrai que ma méthode, pas seulement dans ce livre, c'est une méthode que j'ai utilisée à peu près dans tous mes travaux, et notamment dans le livre sur Judith Butler, mais pas seulement. Disons qu'il y a une opposition entre ce que j'appelle la méthode des autotamponneuses et puis une méthode où on a l'impression que les arguments s'enchaînent de façon ordonnée, en prenant appui les uns sur les autres pour tracer une voie, y compris une voie d'innovation.
puisque la dernière décision que je commente est une décision qui va plus loin que ce que le droit français actuel permet. Donc c'est une innovation judiciaire et c'est tout à fait intéressant. Pierre Mort, que je cite, parle bien de ça, sur comment il peut y avoir des innovations judiciaires. D'ailleurs, ce jugement, c'est en tribunal de grande instance. C'est très possible que le parquet fasse appel. Bon. Voilà. Alors, et la méthode des autotamponneuses, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un magistrat prend un argument juridique sur lequel il n'y a rien à dire. Dans le droit français, la mère est celle qui accouche, point. C'est un élément hérité du droit romain. Très bien. C'est juste, ça a juste une valeur juridique. Maintenant, la manière de l'habiller, de le charger d'une valeur morale et psychologique, ça c'est une autre question extra-juridique. Alors, ils utilisent un argument et puis ils le poussent jusqu'à un certain point. Et puis, au lieu de poursuivre en trouvant un autre point juridique pour permettre que quelque chose se résolve dans la situation des familles, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on attend du droit? C'est une protection. C'est une protection. Et moi, j'ai pu me rendre compte dans ma clinique, si vous voulez, j'ai commencé il y a plus de 30 ans à recevoir des gens. Je peux vous dire qu'il y a 30 ans, quand je recevais des homosexuels, des hommes ou des femmes qui voulaient des enfants ou qui étaient en couple et qui n'avaient aucune protection juridique, les effets psychiques de cette absence totale, de cette précarité juridique sont considérables et les choses ont changé. En plus, c'était en plein dans les années SIDA, qui ont été très importantes, effectivement, pour faire avancer un certain nombre de choses. Déjà, le PACS, qui était un premier point, bien incomplet. Mais j'ai vu, au fur et à mesure de ma pratique, qu'au fur et à mesure que la loi a augmenté les protections de ces nouvelles figures familiales, qui ne sont rien de révolutionnaire, c'est juste quelque chose qui ressemble à des familles classiques, avec des variantes, c'est tout. C'est pas un bouleversement symbolique, comme dit très bien Maurice Godelier. Une métamorphose dans la parenté produit toujours de la parenté. Bon. C'est une forme différente. Ce sont des variantes, si tu veux. Et les variantes qui restent hors droit, eh bien, mettent les personnes qui sont dans ces situations, justement, dans une extrême précarité matérielle, déjà, et puis psychique, évidemment. Comme avant, les enfants naturels n'avaient pas les mêmes droits que les enfants issus du mariage. Voilà. Donc, il me semble que ce qu'on peut attendre du droit, c'est la protection. Voilà. Donc, les méthodes des autotamponneuses, c'est qu'ils prennent un argument, un élément juridique, et puis, à un certain moment, ils s'arrêtent, et ils en choisissent un autre, qui lui envoie dedans, un peu comme dans les pistes d'autotamponneuses. Alors évidemment, ça tourne en rond et ça donne des décisions qui sont d'abord, dont les conséquences sont quand même compliquées pour les gens, et puis qui sont, quand on regarde comment leur argumentation est construite, bancale évidemment, parce que c'est extrêmement heurté. Et alors la question que je me suis posée, c'est finalement, ils essayent vraiment d'argumenter, parce qu'une décision doit être motivée. Donc il y a vraiment un travail de motivation qui est fait. Mais quand il y a cette espèce d'inquiétude, d'incertitude, et qui est aussi une incertitude du droit, il y a une magistrate qui m'a dit un jour une chose assez intéressante. Elle m'a dit finalement, quelquefois, les magistrats font des motivations aberrantes pour aller en cour de cassation. Et puis même en cour de cassation, des fois, c'est un peu comme ça. Et pour obliger le législateur à prendre ses responsabilités. Parce que le droit, c'est un vrai gruyère sur ces questions aujourd'hui. Il y a des choses, ne serait-ce que pour la question actuellement, puisque la PMA n'est pas encore, et la reconnaissance automatique des enfants dans un couple de même sexe n'est pas encore acquise. C'est pas du tout la même chose quand vous devez adopter l'enfant de votre conjoint, et puis quand vous devez juste le reconnaître. Ça n'a rien à voir du point de vue de la démarche, de tout ce que ça suppose, etc. Donc bon, donc il y a des trous dans le droit. Et donc, quelquefois, les magistrats, ils sont en première ligne. C'est pour ça qu'ils sont face à face. Tu as tout à fait raison. Ils sont en première ligne. Et ils disent, maintenant, c'est aussi au législateur de faire son boulot, quoi. Et ils n'ont pas tort. Alors après, il y en a qui essayent quand même, avec les moyens du bord, qui sont fragmentaires aujourd'hui, mais qui sont en évolution, de faire au mieux. Voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui fait le plus peur aux magistrats, quand même, en ce qui concerne quand il y a des enfants, c'est le conflit. Mais c'est vrai aussi dans les situations de couples classiques et hétérosexuels. Donc, je voulais juste dire ça, et dire aussi que mon point de vue, quand je m'avance à étudier des argumentations judiciaires, moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas capable de faire une lecture extrêmement technique
qui soit informé de tous les points du droit. Je ne suis pas capable de faire ça, et c'est pas mon objet. Mon objet, c'est pas celui-là, c'est d'essayer, comme de prendre ce discours en tant que citoyenne, à partir de l'expérience qui est la mienne, qui est double, qui est d'une part philosophique, et dans mon travail philosophique, je ne construis jamais des théories, je peux avoir des hypothèses, mais j'essaye toujours d'analyser les argumentations. Oui. Pas les discours en général, les argumentations. Et puis quand une argumentation, mais ça je fais ça depuis que j'ai 3 ans et demi. Bon. Donc quand une argumentation me semble bancale, quand il y a une faille, j'essaye de repérer la faille, de la décrire, et puis de dire mais quel est l'enduit de colmatage ? Parce qu'il en faut, sinon ça ne tient pas. Et alors c'est comme ça que je suis allée regarder du côté de, appelons ça l'impensé. Et quand je dis catopsie, c'est assez large, si tu veux. On n'a pas besoin d'être catholique, ni même catho-zombie, comme disent certains, même pas. C'est juste que c'est une sorte de... Enfin, même le discours de la DSE, de la doctrine sociale de l'Église, c'est pas une chose extraordinaire. C'est un ensemble de préjugés flottants qu'on trouve aussi chez Aristote, chez tout le monde, d'ailleurs Agazinski, elle se réfère à Aristote, et qui ont été systématisés d'une façon spirituelle, théologique, etc. Et donc voilà, sauf que j'ai remarqué, ce que j'ai remarqué, chemin faisant, parce que j'ai lu du coup beaucoup de littérature vaticane, j'ai lu le commentaire que le pape François a fait du Notre Père, qui est quand même un morceau d'anthologie, j'ai lu La Croix pendant tous les états généraux de la bioéthique, qui est le seul journal qui a fait un accompagnement aussi précis et bien fait journalistiquement de ces questions-là. Mais j'ai pu voir aussi quels étaient les types d'argumentation clairement religieuse des catholiques, notamment des catholiques. Bon, les autres religions ne sont pas vraiment en reste, mais là, c'est particulièrement les catholiques qui étaient sur le devant de la scène. D'ailleurs, on le voit, ils recommencent, même sur l'IVG, ils reprennent du poil de la bête. Bon, donc, je me suis rendu compte, à ma surprise, mais j'avais déjà commencé à voir ça un petit peu dans un livre précédent, en lisant le livre de Muriel Muel-Dreyfus, Vichy et l'éternel féminin, de Francine Muel-Dreyfus, eh bien, qu'il y avait une extraordinaire proximité dans la teneur des argumentations des catholiques, disons des conservateurs catholiques, plus exactement, plus précisément, et puis, disons, des juristes, des psys, des juristes naturalistes, et des psys qui ont habillé ça avec le symbolique. Avec une sorte de lecture, bon, il y a quand même quelque chose de très catholique aussi chez Lacan, donc je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais disons, pour moi, j'étais très frappée de la proximité des argumentations. Alors mon but dans ce livre, c'est évidemment pas de convaincre les activistes de la Manif pour tous, encore que pourquoi pas, mais c'est plutôt de faire apparaître à des gens qui se voient comme progressistes ou de gauche, etc., de leur dire, mais quand même, vos argumentations, c'est les mêmes que celles des curés. Alors il y a un truc qui ne va pas. Et des curés conservateurs, Donc voilà, donc je cherche à voir quel est l'enduit de colmatage. C'est une sorte de porridge en fait, parce que c'est très friable. C'est pas solide du tout, c'est une espèce de bouillie. Mais de la bouillie, on en a là, mais on en a aussi chez d'autres. Le livre de John Scott qui vient de paraître, c'est de la même type de bouillie ailleurs. Bon. Donc voilà, donc peut-être que ça répond à une de tes questions. Alors juste, excuse-moi, dans le prolongement de ce que tu dis, on arrive quand même à des raisonnements que tu lises très bien de manière assez drôle, qui malgré tout tordent la logique. Ah oui, tu sais, oui. Quand on arrive, celle qui est la mère n'est pas la mère. Oui, non, mais comment on peut tordre la logique avec le droit ? Ça, pour moi, c'est toujours un grand mystère. Oui, et je pense qu'il faudrait demander à Daniel, ici présent, qui nous dirait des choses très intéressantes là-dessus. Bon, ça, c'est une vieille histoire. Mais c'est vrai que quand on raconte, j'ai fait le test de raconter à des gens ce type de choses, ils ouvrent des grands yeux, ils me disent, mais comment des magistrats, ils sont quand même censés, et ils écrivent des trucs pareils ? Ben oui, mais parce qu'ils ont, en quelque sorte, ils sont sûrs de leurs droits. Sauf qu'à un certain moment, il y a une zone grise, une zone floue. Et puis là, ce qui intervient, c'est plus du tout le droit. C'est quelque chose d'extra-juridique et judiciaire et qui est ce qui est supposé être le fondement du droit naturel, théologique, je ne sais quoi, enfin bon. Et je pense que c'est même pas forcément conscient chez certains magistrats. Alors pour d'autres, par contre, puisque tu m'as posé la question, l'avocat qui s'est occupé de l'affaire de Dijon, du consentement, m'a écrit la chose suivante que je trouve très intéressante, que je vais vous lire. Il me dit, en ce qui concerne l'arrêt dijonnais, l'inspiration religieuse des juges se révèle être encore plus explicite que je ne le pensais, me dit-il. La magistrate qui a fait le rapport devant la cour d'appel est très active dans le milieu catholique dijonnais. Elle est également spécialisée en droit canonique
et membre de la Confédération des juristes de France, qui est un truc réactionnaire. Or, il s'avère que la commission des épiscopats de la Communauté européenne a publié le 23 février 2015 un avis sur la gestation pour autrui, fort explicite. La GPA est comparée par les évêques à une forme de traite d'êtres humains. Toutes les formes de gestation pour autrui, toutes les formes, constituent une atteinte grave à la dignité humaine de ceux qui sont impliqués à la dignité humaine. Alors on rejoint ta question, et je pense que Daniel est celui qui pourrait nous éclairer le plus sur cette question, qui sont impliqués dans cet échange estiment cet avis, mettant en cause, je cite, l'emprise sur le corps de la mère porteuse, voire son aliénation dans la mesure où il est très difficile de reconnaître un consentement valide dans des situations de vulnérabilité. D'ailleurs, c'est le recyclage par les catholiques de Butler, on va dire, cette histoire de la vulnérabilité. Bon. Et d'extrême pauvreté. Alors, les femmes américaines et canadiennes dont j'ai eu à connaître dans des situations dans ma propre pratique, ne sont pas des pauvresses. Ce sont des femmes de la classe moyenne et qui font ça pour des motifs qui ne sont pas vénaux, qui ne sont pas non plus qu'elles adorent être enceintes. Elles supportent ça très bien, ce n'est pas un problème. C'est pour des motifs, d'après ce que j'ai compris de ce qu'on m'a raconté, des hommes qui étaient, enfin c'était des hommes en l'occurrence, très profondément réparateurs du point de vue inconscient pour elles, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous dans beaucoup de nos actions. Je veux dire, bon, donc je pense qu'on ne peut absolument pas considérer, alors en plus, dire que c'est de la traite des êtres humains. Alors bien entendu, il y a des pays où les conditions dans lesquelles ça se fait ne protègent pas les femmes, certainement pas comme il faudrait, pas selon nos critères, mais raison de plus pour encadrer les choses chez nous et pour éviter aussi une inégalité économique, qui est que les seules personnes actuellement qui peuvent avoir recours à cette technique, hétéro ou homo d'ailleurs, c'est ceux qui ont les moyens et qui ont les moyens de le faire correctement, et ça coûte assez cher, pas tellement pour la femme d'ailleurs, mais tous les intermédiaires. Bon. Après, mon livre, il n'est pas précisément sur la GPA, bien que j'en parle, il est sur des transcriptions. Tout à fait. Donc, bon, évidemment que si on ne veut pas transcrire, c'est parce qu'on ne veut pas admettre cette GPA, la question de la gestation pour autrui. Donc, la question que tu posais, est-ce qu'ils sont conscients de leur motivation religieuse ? Je pense que, j'en sais rien. Mais pour certains d'entre eux, je pense que c'est le cas. Pour d'autres, à mon avis, c'est beaucoup plus flottant. C'est beaucoup plus... Tu vois, par exemple, quelqu'un comme Gérard Biard à Libération, il n'est pas du tout religieux. Pas du tout. Mais il a exactement les mêmes discours que Sylviane Agacinski ou les avocats, les magistrats dijonnais. Donc, c'est un impensé qui infiltre, disons, certaines peurs. Et effectivement, ces peurs, elles sont bien compréhensibles parce que, comme dit Marie Douglas, ce qui est perçu comme une anomalie peut susciter une certaine angoisse, mais elle dit bien que les institutions n'ont pas à réagir comme les individus et que la fonction des institutions, c'est de trouver comment faire place à l'anomalie pour que, dans un monde partagé, les formes de vie soient possibles. C'est pour ça qu'il faut davantage d'abstraction du droit. Parce que, par exemple, dans le mariage pour tous, précisément, il y a un degré d'abstraction supplémentaire dans la définition du mariage, puisqu'on ne tient pas compte de cette particularité qui est le fait d'être ou non de sexe différent. Donc je pense que plus il y a d'abstraction, plus il y a de concret en réalité, mais c'est autre chose l'abstraction que l'idéal, le modèle idéal qui est saturé en fait de porridge, quoi. Bon, alors je pense que j'ai répondu à 2 de tes questions, et puis il ne faut pas prendre trop de temps. Et pour laisser la parole à la salle, je vais répondre à ta question sur la démocratie. Alors la morale, je crois que j'ai répondu. Alors si, éthico-politique, etc., le rapport face à face, juste un mot. Ce qui est bien quand même dans le procès, c'est que les 2 parties ont droit à la parole. Même si en définitive, ce sont les magistrats qui tranchent. D'abord, il y a des appels, il y a des juridictions, etc. Enfin, on peut faire appel même devant la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Tu sais qu'en Grèce, il y a actuellement, c'est pas du tout sur ces questions-là, mais une région de la Grèce qui est, en ce qui concerne le droit de la famille et l'héritage, sous la charia. Des populations liées aux échanges de populations en 1923. Donc, qui est sous la charia. Donc, une femme reçoit la moitié de l'héritage d'un homme, etc. etc. Il y a 2 histoires actuellement qui sont devant la Cour européenne des droits de l'homme, d'hommes qui ont voulu que leur fille ait un statut égal à celui de leur fils, et les notaires grecs ont botté en touche en disant « Oh, mais c'est les juges chariatiques qui s'occupent de ça ». Et donc, c'est actuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Donc, c'est autre chose, mais on voit bien qu'il y a quand même... Et ce qui est intéressant quand même dans le procès, c'est que les 2 parties ont l'espace pour que leurs argumentations, ne serait-ce que ça, c'est important, se déplient.
Et dès lors qu'une argumentation et qu'une situation est exposée aux yeux de tous, puisque c'est effectivement au nom du peuple français, même s'il y a certaines choses qui sont en huis clos, mais les décisions sont publiques, hein, sont consultables, enfin, eh bien, ça veut dire qu'on peut entendre autre chose que ce qui apparaît comme l'évidence. D'ailleurs, c'est intéressant, l'arrêt Menson aujourd'hui de la Cour de cassation, ils n'ont pas dit non, on ne veut pas que cette femme, il n'est pas question que la mère d'intention soit la mère, ils ont renvoyé à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas si mal. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce principe juridique français? Au fond, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut le faire évoluer ou pas? Voilà. Donc, la dernière question sur la démocratie, c'est une vaste question. On ne va pas régler ça tout ce soir. Disons qu'il me semble que c'est la possibilité, effectivement, que déjà, dans le débat public, il y ait des avis éclairés. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence non pas à s'invectiver en disant pape, anti-pape, comme dans le film italien, mais qu'on essaye de déplier les argumentations et de faire aussi apparaître comment on a le droit d'avoir, par exemple, sur la question de l'avortement. On a le droit, pour des convictions spirituelles, personnelles, de trouver que c'est épouvantable, que c'est un meurtre de tout ce que... Mais la question, c'est est-ce qu'au nom d'une conviction spirituelle personnelle, on est le droit d'imposer aux autres quelque chose à quoi on n'est pas obligé d'avoir recours? Donc, la question de la démocratie, c'est celle de l'intérêt général, il me semble. Et l'intérêt général, c'est pas que des intérêts, par exemple des intérêts religieux, dictent la loi, fassent la morale à tout le monde. Bon. Donc je crois que la démocratie, en tout cas de mon point de vue, en tout cas en tant que citoyenne et à la place où je suis, puisque je ne suis pas élue, je ne suis pas politique, ni rien de tout ça, c'est d'essayer en fait de prendre le temps et d'avoir la patience d'examiner un certain nombre de discours, d'arguments, et de se demander, non pas de façon militante, c'est pas un livre militant en fait, hein, c'est un livre effectivement qui essaie de circonscrire où sont les peurs, comment elles sont, avec quoi on se protège, et on se protège en général avec des haillons. Donc c'est d'essayer de voir c'est quoi ces haillons en fait. Donc pour l'instant, disons à ma place très modeste, et à partir vraiment de l'expérience qui est la mienne d'accompagnement de gens qui sont dans ces situations-là, je dirais que la démocratie, c'est d'essayer déjà de calmer un peu les crispations pour essayer de faire dialoguer, enfin de faire entendre certaines positions à des gens qui ont peur en réalité. À des gens qui ont peur. Et j'ajouterais une dernière chose avant qu'on puisse discuter tous ensemble, c'est que je me suis rendu compte, et je le dis je crois à la fin du livre, mais je le disais déjà avant, dans le livre, dans l'insaisissable histoire, je me suis rendu compte, moi, dans mon propre exercice de l'analyse, que, par exemple, cette sacralisation de la maternité, il y aurait beaucoup à en dire en France, parce que le fait que la mère est celle qui accouche, ça ne sacralise rien, c'est juste un principe juridique. La sacralisation, elle vient d'autre chose. Elle vient de la manière dont on donne effectivement une valeur psychologique et morale à ça. Hein, comme dans le truc sur le consentement que j'analyse. Hein. Mais c'est pas le principe en lui-même, c'est un principe, donc il est arbitraire, il est conventionnel d'une certaine manière. Donc il pourrait être transformé. Pour des tas de raisons historiques, c'est ce principe, mais il n'est pas fondé en nature ou en théologie. Hein. Donc, ce que j'ai remarqué, moi, précisément, reprenons cette question de la maternité. Je me suis rendu compte que chez les jeunes femmes, cette sacralisation de la maternité avec l'auto-persécution de ce que c'est être une mère parfaite, quoi, agit d'une manière absolument catastrophique, quelquefois, dans certaines situations. Et je me suis rendu compte que pendant de nombreuses années, je ne savais pas comment faire pour aider, en fait, certaines jeunes femmes dans des configurations très classiques, avec un mari, etc., à sortir d'une impasse dans leur relation à leur enfant. Et du coup, ça donne des relations très compliquées, des tas de trucs pas faciles du tout. Je ne savais pas comment faire. Et je me suis rendu compte que depuis quelques années, je sais comment faire. Et comment j'ai appris à faire ça? Parce que j'ai écouté des femmes qui étaient mères sans être mères de corps. Alors, pas seulement des mères adoptives. Des mères adoptives, c'est encore une autre question dans les histoires hétérosexuelles, parce que pour plein de raisons, c'est souvent compliqué, parce qu'elles vivent souvent comme des sous-mères, en fait. Hein, bon, pour plein de raisons sur lesquelles il faudrait revenir. Mais c'est les femmes qui ont des enfants dans un couple de femmes. Il y en a une qui porte et une qui ne porte pas. Quelquefois, d'ailleurs, elles font ça à tour de rôle. Hein. Mais je me suis rendu compte que la femme qui était mère sans être mère de corps, elle ne vivait pas comme un père. Hein.
Elle se vivait comme une mère à un autre emplacement et d'une autre manière. Et ce que j'ai entendu, et donc où se rejouaient pour elle des choses de sa propre relation à sa mère, etc., plein de choses. Et en entendant quelque chose de l'expérience de ces femmes, j'ai pu, pas de façon très, très délibérée, mais je me suis rendu compte que j'ai pu attraper des éléments de leur expérience d'être mère autrement, qui me permettaient de les refiler dans mes interventions à des femmes qui étaient mères très classiques, archi-classiquement, et que ça donnait du jeu et que ça soulageait beaucoup de choses. Donc il me semble que ces modifications qui concernent pas seulement une petite minorité de gens, en fait elles impactent, et ils ont raison, la Manif pour tous, elles impactent l'ensemble de la société, mais il me semble que c'est pas pour le pire, c'est plutôt pour le meilleur, en tout cas dans mon expérience. Après, comme partout, ce sont pas des familles ni meilleures ni pires que d'autres, ce sont des familles. Voilà. Merci beaucoup. Alors, des questions dans la salle. Je suis sûre qu'il y a des questions. Il n'y a pas de questions? Bonsoir. Est-ce que vous auriez un exemple de ces choses-là que vous avez pu retirer comme expérience des mères n'ayant pas accouché, que vous pouvez transmettre aux mères ayant accouché? Écoutez, oui, exemple. Je voudrais juste raconter une histoire. J'aime pas trop raconter des histoires des gens, mais je vais raconter juste une chose assez, je pense que personne ne pourrait se reconnaître, mais disons, c'est plutôt sur l'intervention du psy. Il m'est arrivé, il y a quelques années, de recevoir une jeune femme qui était en couple avec une autre femme. D'ailleurs, il me semble que c'était même avant la loi Taubira. Donc après la loi Taubira, je crois qu'elles se sont mariées. Mais à cette époque, donc, bon, elles ont voulu avoir un enfant. Et donc sont allés faire ça en Belgique. Et en Belgique, on voit un psy. Et le psy, alors cette jeune femme est arrivée en rapport avec ça, un peu défaite, en me disant, oui, ça va de soi, c'est ma compagne qui portera l'enfant. Évidemment, ma compagne portera l'enfant. Alors, la première fois que je voyais cette femme, je me disais, mais pourquoi évidemment? C'est quoi ce truc? Donc je lui demande pourquoi c'est si évident. Et alors là, elle me raconte. Alors après, on me dira, c'est les gens qui vous racontent ça, mais j'ai eu tellement de choses similaires, notamment liées à des expertises, que bon, du coup, j'ai été regarder vraiment les expertises et les textes des psys. Le psy lui aurait dit à ce couple de femmes, en disant à l'une, vous êtes beaucoup plus fusionnelle, alors elle les avait vues une demi-heure, hein. Vous êtes beaucoup plus fusionnelle, donc vous allez porter l'enfant, naturellement, parce que vous pourrez être vraiment la mère. Et vous, qui êtes beaucoup moins fusionnelle, me semble-t-il, eh ben, vous ferez le père, c'est-à-dire que vous allez séparer la mère de l'enfant de la mère. Donc le truc oedipien plaqué, enfin la vulgate oedipienne la plus idiote plaquée comme ça. Et donc la fille est arrivée un peu comme ça. Donc bon, alors effectivement c'est sa compagne qui a porté l'enfant. Elle n'a pas été le père, elle a été la mère autrement. Et quelques années plus tard, eh bien voilà ils ont eu un deuxième enfant et c'est elle qui a porté cette fois. Mais la logique. Enfin, ce que j'ai pu voir, c'est que d'abord, c'était extrêmement brutal et absurde de plaquer ça, d'en dire c'est vous qui allez porter et c'est vous qui allez pas porter pour telle raison. C'est délirant quand même. Mais c'est l'autorité du psy, quoi. Et puis, quand j'ai vu comment cette femme se vivait, non pas comme père, mais comme mère autrement, bah justement, je me suis rendu compte qu'elle trouvait une place d'une manière absolument intéressante, créative, et qui soulageait beaucoup sa compagne, mère de corps aussi. De son propre fantasme de la vraie mère. Bon, j'ai vu ça, et puis je pense aussi à des histoires de GPA. C'est vrai que la première fois que ça m'est arrivé, quelqu'un qui voulait faire une GPA, c'est pas que j'étais contre, pas du tout, mais j'étais inquiète. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Je n'avais pas d'idée là-dessus. Je me disais, mais ça va être compliqué, d'autant que c'était un célibataire. Homosexuel, mais célibataire. Et bien, en voyant la manière dont les choses se sont passées, j'étais absolument... j'ai appris énormément de choses sur la manière dont un homme pouvait paterner, dont pouvait s'occuper d'un nourrisson d'une façon dont bien des jeunes femmes pourraient en apprendre, quoi, avec beaucoup de tranquillité, sans se considérer comme mère. C'est pour ça que je dis paterner, pas materner, mais en s'occupant de l'enfant, mais extrêmement bien. Il y a un contact avec la mère porteuse. Autour, il y a une espèce d'essaim féminin
qui sont une sorte comme ça, de groupe de femmes qui font des sortes de... J'appelle ça un essaim, disons une figure de maternelle, disons, mais qui est pluriel. Et en fait, pour moi, ça c'est très éclairant sur le fait que la maternité, pour moi, c'est essentiellement pluriel en réalité. C'est pas pour rien qu'on parle de langue maternelle d'ailleurs, parce que la langue maternelle, c'est la langue qu'on parle, c'est-à-dire celle qui est habitée par toutes sortes de parler, de vie, de choses, enfin qui est du pluriel en fait. Donc, chemin faisant, je pourrais pas identifier une chose en particulier, si vous voulez. Mais à force d'écouter des histoires, je me suis rendu compte que il y avait pas de quoi fouetter un chat d'abord, et puis qu'il y avait une inventivité, ne serait-ce que dans la manière de nommer. Et dans la façon de se rapporter à des figures d'oncles, d'amis, enfin d'autres, l'essaim maternel dont je vous parlais, mais dans des couples de femmes, il y a des figures masculines qui tournent autour. Enfin, je veux dire, les êtres humains, ils ont quand même des ressources. Et après tout, les époux turpins, aux États-Unis, vous vous souvenez de ça l'année dernière, les époux turpins qui sont des époux qui avaient 13 enfants, Thing 1, Thing 2, jusqu'à 13, et qui les ont maltraités pendant des années, enfermés dans une maison. Hein. Les époux turpins n'ont eu recours ni à une GPA, ni à une PMA. Hein. Bon, donc, après, les folies des gens, ça c'est autre chose. Hein. Donc, disons, j'ai eu plusieurs histoires, si vous voulez, où je me suis rendu compte que les gens faisaient au mieux, et que plus ils étaient dans des situations juridiques protégées, mieux ça se passait, en fait. Parce que dans des séparations de lesbiennes, je raconte une histoire qui n'est pas exactement une séparation de lesbiennes, mais dans des séparations de lesbiennes, avant qu'il y ait la possibilité qu'une femme adopte l'enfant de la conjointe, je peux vous dire que souvent, elle était éjectée, la mère qui n'était pas la mère de corps. Et que la femme mère de corps était rattrapée par les préjugés les plus archaïques sur le fait que c'est moi la vraie mère. Hein. Donc, voilà, on est des drôles de machines. Hein. Je suppose qu'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Oui, j'ai eu quelques doutes en vous écoutant quant à savoir si... il serait effectivement possible de considérer que l'absence des arguments, que ce soit des motifs de magistrats ou des raisonnements d'experts, qui bloquent ces progrès que vous appelez de vos voeux, non seulement vers l'ouverture de la PMA, mais aussi vers l'autorisation de la GPA, l'idée que tous ces arguments, quels que soient les spécialistes qu'ils formulent, soient déterminés en dernière instance par un fond de préjugés religieux. C'est-à-dire le religieux semble jouer dans votre analyse vraiment le rôle de dernière instance auquel tout ce que l'on peut avancer et qui bloque l'évolution sociétale s'alimente. Alors ça me gêne un petit peu au regard des principes sur lesquels repose le droit français depuis 1994, depuis la première législation bioéthique, parce que quand on considère ces principes, certains d'entre eux, prenons pour faire simple le principe de non-patrimonialité du corps humain. Bon, on pourrait sans doute montrer que les catholiques s'en emparent et en ont une version particulière selon qu'ils sont plus ou moins conservateurs. Mais ce principe, il a quand même une rationalité du point de vue de conception qui ne doivent absolument rien aux religieux. Et alors, moi, je comprendrais beaucoup mieux votre démarche si vous cherchiez, par exemple, à sortir la GPA de l'emprise, de la prise, de la portée, du champ du principe de non-patrimonialité du corps humain. Mais là, je vous avoue que... enfin, moi, ça me semble quelque chose de très délicat. Et ce caractère délicat
il est vrai qu'il apparaît quand on plonge un petit peu les mains dans le cambouis des raisonnements juridiques. Parce que si on voulait autoriser, je cite un exemple, hein, si on voulait autoriser la GPA en France, eh bien, il faudrait, pour que ça tienne la route, au moins constitutionnellement, il faudrait que le législateur détermine une sorte de contrepartie forfaitaire à verser, dont il organiserait le versement à la mère porteuse par le parent d'attention. Et ça, eh ben, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que forfaitiser quelque chose tel qu'une maternité et une gestation, même chez des personnes chez lesquelles c'est censé bien se passer parce qu'elles ont déjà eu un enfant, c'est quelque chose de très difficile. Il y a une somme d'imprévisibles sanitaires, génomiques, psychologiques, affectifs dans une grossesse humaine qui fait que l'idée même de le forfaitiser, eh bien, c'est extraordinairement difficile à mettre en œuvre pour un législateur. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on devrait tenir compte. Je voudrais que Daniel dise quelque chose, mais je voudrais juste dire une chose. Je ne dis pas que c'est c'est la dernière instance, le religieux. C'est pas ce que je dis. Je remarque simplement que la teneur de la doctrine sociale de l'Église et la teneur de ses argumentations sont similaires. Et quand on a vu comment se sont passés les états généraux de la bioéthique et les positions des évêques, ils étaient en première ligne. Mais je ne dis pas que c'est le fond. Le fond, mais c'est très présent. Alors maintenant, sur la question précise que vous posez, moi je ne suis pas juriste, je pense que Daniel, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et récemment en plus vous avez fait ce texte pour proposer une façon d'organiser la GPA, je pense que Daniel pourrait répondre très bien. Merci. Déjà sur l'aspect historique, je pense qu'il faut quand même se rappeler que le libéralisme révolutionnaire de la fin du XVIIIe en matière des droits va être rompu par Napoléon, tout simplement par les concordats. L'accord de Napoléon et le pape Pie VII, c'est justement libéralisme en matière patrimoniale, retour aux sources du droit canonique en matière de droit de la famille. On maintient effectivement le divorce, mais on va les conditionner énormément. On va considérer que l'adoption est possible uniquement avec des adultes, adopter l'adulte, effectivement. Donc il y a tout... Bon, historiquement, on le sait, enfin, je ne vais pas faire l'histoire du droit, mais on sait très bien quel est l'impact en fait de la négociation de Napoléon pour apaiser en fait la France par rapport à l'Église, et en particulier les prix qu'a payé les droits de la famille en matière donc d'un retour au droit canonique, ce qui ne s'est pas fait en droit civil des obligations, droit des contrats, etc. Bon, bref, enfin, je ne veux pas faire cette histoire. Il faudrait la faire, on peut en parler. Je célèbre, en fait, je considère que ton livre est vraiment extraordinaire de ces points de vue, puisque on ne fait plus la théorie critique du droit en France, il n'y a plus d'approche critique sur les arguments juridiques, et tu fais vraiment un travail, et c'est un non-juriste qui le fait, c'est très bien, puisqu'effectivement, tu prends le droit comme un objet, et tu n'es pas dans le droit comme nous, professeurs des droits, juristes, juges, avocats, effectivement, et ça, c'est très, très intéressant. Alors, donc, bien évidemment, je pense qu'il faut aussi, bon, par rapport aux religieux, c'est cet aspect historique, mais aussi le fait qu'il faut penser que la question apparaît en fait dans deux rapports, un rapport du Conseil d'État, un rapport du Sénat, où on va utiliser dans un premier rapport l'idée de structure naturelle de la parenté, et dans un rapport du Conseil d'État, souvenez-vous, on va dire 2 parents, pas un de plus, pas un de moins. Ce qui est extravagant d'un point de vue juridique, puisqu'en fait, n'importe quel étudiant de première et de droit de la famille sait très bien qu'en matière d'adoption, par exemple, simple, il y a 4 parents. En matière donc, de monoparentalité, la loi de 66 permet l'adoption plénière à une personne seule. Donc, il peut avoir 1 parent, 2 parents, 3 parents, 4 parents. Donc, dire le Conseil d'État, les temples de la rationalité, enfin, dans tous les exercices d'agrégation, on nous oblige à raisonner de cette manière. Que là, on puisse dire pas un de plus, pas un de moins. Et avant, dans un rapport, dans les rapports Bréban pour le Sénat, qui ont dit structure naturelle de la parenté, on voit qu'au début des années 80, il y a quand même cette rupture. Puisqu'il faut quand même penser une chose, au début des années 80, même les juristes conservateurs
sont tout à fait d'accord pour la PMA, la GPA, avant qu'il l'affaire des cigognes. Oui. Même quelqu'un comme François Terray écrit l'ouvrage L'enfant de l'esclave et dit, mais enfin, on sait très bien que pour le juriste, la filiation, ce n'est pas la procréation. On l'apprend, évidemment. Enfin, c'est ça qui était l'essence commun au début des années 80. Ce qui serait intéressant de faire, c'est de voir comment, dans cette généalogie, à un moment donné, cette espèce de vulgate, enfin, de sens commun de la filiation, en disant, mais bien évidemment que la filiation est naturelle. Il y a à la fois la revendication des associations LGBT en matière de filiation. Il y a une panique morale, je pense, effectivement. Il y a la naissance et la PGL. Et en fait, les juristes qui ont pu raisonner de manière très abstraite, de manière détachée de la nature et détachée du biologique, et de la différence des sexes, fait penser plutôt à la fonction parentale, etc., commencent donc à prendre comme ça des arguments qui ne viennent pas du droit, qui ne sont pas des arguments juridiques, mais des arguments qui vont permettre en fait de, en quelque sorte, répondre à cette panique. La création du comité d'éthique, enfin, c'est Chevènement qui le propose en 83, donc c'est début des années 80. Et à ce moment-là, on voit apparaître en droit un nombre d'arguments, un nombre de raisonnements qu'on ne voit pas du tout en droit des affaires, en droit des obligations, en droit de la consommation. Enfin, on les voit en droit de la famille, comme si la famille, en fait, était à la demande d'arguments extra-juridiques permettant de apaiser quand même une certaine angoisse qui était de cette revendication donc de l'homoparentalité, je pense. Hein. C'est un peu mon hypothèse pour expliquer pourquoi à un moment donné on s'est mis à déraisonner et à utiliser des arguments qui sont... Personne ne peut dire que le droit considère qu'il y a deux parents, papa et une maman. Ça n'a jamais été ça en droit. Donc pourquoi à un moment donné c'est une évidence pour les conseils d'État? Pourquoi à un moment donné effectivement c'est une évidence pour les rapports, alors que pendant des siècles, c'était juste le contraire, l'évidence. C'est détaché du biologique, puisque le droit, c'est une création, effectivement, comme tu dis. Bon, c'est une convention. Bon, ça, Et puis, effectivement, je pense qu'on pourrait aller plus loin, puisque c'est aussi... Il y a un parallèle à faire avec cette idée de cette crispation de la famille naturelle, enfin, ou ce retour à la famille naturelle à cette époque-là, la montée du Front National, et effectivement, on le voit aussi... Un retour, un argument de la France, de l'identité nationale, du français des souches, la famille des souches. Et moi, je disais aux sociologues, aux anthropologues, regardez voir, dans le Code civil, quand on parle de la filiation, on parle d'abord du rattachement à la nation. Le Code civil parle du rattachement à la nation avant de parler du rattachement à la famille. Donc il y a aussi un parallélisme à faire dans ces années-là. Vous voyez, une histoire de la France, d'une espèce d'incertitude, d'un certain nombre d'angoisses sociétales, sociales, et des réponses qui sont données par du tout les juges de première instance, parce que quand on voit toute la jurisprudence des tribunaux de grande instance et même des cours d'appel, souviens-toi, la Cour d'appel avait complètement considéré à l'époque que le contrat de mère porteuse était tout à fait légal, il n'y a aucun problème. Il a fallu arriver donc à une décision du Conseil d'État. Mais bon. Donc en fait, les juges qui sont au contact de la réalité, comme tu dis, au contact des gens, considèrent que tout ça, c'est la vie. Voilà, le droit est là pour, comme on l'a fait par rapport au concubinage. Enfin, évidemment, on constate l'effet concubinaire. Voilà, les gens pensent que c'est pas bien le concubinage, mais il faut quand même régler les problèmes. Mais à un moment donné, on fait ces sauts symboliques, effectivement, où ce n'est plus question de régler la vie des gens, c'est question de préserver quelque chose, cet ordre symbolique, cet ordre naturel des familles. C'est quelque chose qui, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la religion, si c'est une laïcisation du métaphysique qui a quand même une origine religieuse, mais ça tient à quelque chose qui est de l'ordre de... on ne peut pas, effectivement, tout conventionnaliser, on ne peut pas laisser dans les mains des gens tout. Il y a une espèce de recherche des limites, il faut quand même penser que le droit d'être fondé en quelque chose d'autre, non pas simplement la convention, puisque si on laisse ça dans les mains des gens, il y a ce qu'on a entendu à l'époque du Pax. Hein. Les gens deviennent fous, ils font n'importe quoi, c'est la fin de la parole. La question de monsieur, là, sur la GPA, la question sur la GPA, je n'ai pas de réponse, c'est simplement ce qu'est dit les droits comparés. Oui, c'est ça. On a effectivement deux grands modèles, soit un modèle de la Convention du droit privé dont parle le contrat de service, système californien, qui marche très bien parce qu'il y a un contrôle du juge, homologation, avocat des parties. Enfin, moi, dans mon bouquin, j'ai fait la traduction de tous ces contrats. Et puis, il y a les systèmes plutôt service public. Enfin, je pense que le débat est là. C'est soit, je pense que vous considérez que ce serait plutôt
vous serez plutôt favorable à un service public de la procréation, où la GPA serait contrôlée par un service public et non pas par une convention privée, comme ce serait le cas de la convention de mères porteuses en Californie. Mais il y a quand même une homologation judiciaire en Californie. Bon, n'en parlons pas des systèmes où ils ne sont pas du tout régulés, où là, c'est un peu le marché sauvage. Hein. Mais voilà, et sinon le système un peu du Royaume-Uni, où c'est un système du GPA qu'on appelle plutôt altruiste, enfin, où on a une interdiction de rémunération. Enfin, on a quand même aujourd'hui beaucoup de pays qui pratiquent la GPA. C'est des pays démocratiques, c'est fait dans des cadres qui sont régulés. Enfin, donc il n'y a pas de... Je sais pas, je pense qu'on peut s'inspirer quand même du droit comparé. Oui, ça c'est le pense. Merci. Moi, je propose maintenant. Il y a juste une petite chose parce que peut-être signer. Alors, je voulais poser la question des maternités croisées, parce que dans les couples lesbiens, ça arrive que l'ovocyte d'une soit utilisé pour faire l'embryon. D'un point de vue sociologique, quand on entend les spécialistes, on entend que c'est souvent l'idée d'avoir un enfant de toi et non pas un enfant de moi, malgré tout. Celle qui porte est contente de pouvoir porter un enfant de l'autre. Et souvent, ça arrive aussi qu'il y a des échanges et que du coup, l'autre porte un enfant de l'autre. Et comment est-ce que vous avez reçu des cas comme ça? Et comment est-ce que vous pouvez parler de ce rapport au corps d'un enfant qui n'aurait pas été porté, mais qui est biologiquement relié? Est-ce qu'il y a une différence avec la mère qui est complètement sociale, qui n'a pas participé avec son corps? Et comment est-ce que le droit se positionne face à ça? Parce que dans ce cas-là, on peut faire une recherche en double maternité et l'enfant est relié génétiquement à son autre mère. Donc, même si elle n'a pas accouché, voilà. Bon, je vais répondre en 2 secondes, parce que ce serait vraiment très long. Je pense que Anne Cadoret, qui est là, a étudié ces choses très très bien. Mais je pense que la question, c'est aussi ce qu'on a dans les... Enfin, je veux dire, tout l'imaginaire lié à la question biologique, génétique, etc. Ça, c'est une question d'imaginaire. C'est une question fantasmatique qui se vit de façon différente selon les gens. Bon, oui, il y a ces situations-là. Maintenant, moi, je suis toujours un peu réservée sur l'extrême importance donnée à la question du biologique. Disons, je la prends comme de l'ordre de l'imaginaire et du fantasme, donc comme quelque chose qui, effectivement, agit, qui peut être questionné, qui peut être aussi une impasse. Voilà. Bon, je pense qu'on va peut-être arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera informel, il va avoir un peu de vin blanc à côté, et puis faire dédicacer. Voilà. Maintenant, on pose des questions informelles. C'est super intéressant. Il y a tout un travail à faire. Ah oui. Non, mais c'est intéressant. Ça, on sait. Mais ce serait bien que ce soit... C'est une réponse révolutionnaire. Oui, bien sûr. Tu te souviens de ce film Les mariés des en deux, là, moi qui avais divorcé? Je sais. Il a fallu 2 siècles pour trouver ça. Oui. C'est quoi? Je suis là. Ah ben d'accord. On se passe On